Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes nombreux et ça nous fait très plaisir. J'ai le grand plaisir, l'honneur, la joie d'accueillir Rosa Montero. Bienvenue. Bienvenue à la Fondation Michalski. Ça fonctionne ? Ouais. Je dois dire que Rosa Montero parle très très bien français, mais on va faire la rencontre en espagnol. Vous allez nous répondre en espagnol. Alors, je vais dire quelques mots pour vous présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet et du formidable livre autour duquel nous nous rencontrons aujourd'hui, Le danger de ne pas être folle. Rosa Montero, en dehors de cet ouvrage, vous avez publié 20 romans, une vingtaine de romans, une quinzaine d'essais et de récits, des livres pour enfants, des scénarios, beaucoup de journalisme, puisque vous êtes entré au quotidien national El País en 1976 et que vous continuez à travailler avec eux de manière hebdomadaire. Vos livres sont devenus des classiques de nos bibliothèques hispanophones. La fille du cannibale, La folle du logis, Le roi transparent, L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir. On en évoquera peut-être quelques-uns au cours de cette heure. L'ensemble de votre œuvre est couronné de nombreux prix. Je ne vais pas tous les citer, peut-être simplement le prix national des lettres espagnoles, la médaille d'or du mérite des beaux-arts. Pendant longtemps, au travers de tout ce parcours littéraire, Rosa Montero, vous vous êtes posé différentes questions. Pourquoi suis-je bizarre ? Pourquoi créons-nous ? À quoi servent les histoires ? Le gène de la créativité existe-t-il ? Face à toutes ces questions, vous avez fait ce que font les écrivains et les artistes quand ils se posent des questions. Ils écrivent pour découvrir ce qu'ils cherchent et éventuellement, pas toujours, trouver des réponses. Votre réponse, c'est un livre en forme d'aventure dans le cerveau humain, dans la vie de vos collègues écrivains et dans les détours qu'a pris votre propre vie au fil de votre œuvre. L'étrangeté a du pouvoir, la beauté a du mystère. Merci Rosa Montero d'être avec nous ce soir. Pour commencer la rencontre, je vous propose qu'on lise la première page du livre. Ah, vale. Bien, d'accord. Merci infiniment, Salomé. C'est un luxe. C'est un luxe qu'elle ait accepté de se charger de la tâche de modératrice ce soir. Merci à toutes et à tous d'être ici. Et encore une fois, merci à la Fondation. C'est une fondation merveilleuse et merci à l'ensemble des personnes qui travaillent dans cette fondation et merci aux interprètes qui font un très bon travail. Alors, vous allez entendre la traduction en français, traduction faite par Myriam Chirous, qui est aussi écrivaine formidable et qui a publié un livre qui s'appelle « Le présage des oiseaux ». Alors, je commence la lecture du premier chapitre et du début du livre. Le danger de ne pas être folle. J'ai toujours su que quelque chose ne fonctionnait pas bien dans ma tête. À 6 ou 7 ans, tous les soirs, avant de m'endormir, je demandais à ma mère de cacher un bibelot que nous avions à la maison. Un horrible petit chaudron en cuivre, le genre d'objet typique des boutiques de souvenirs bon marché, ou peut-être même le cadeau d'un restaurant. Et si je lui demandais ça, ce n'était pas parce que sa laideur m'incommodait, ce qui aurait été un peu étrange, mais d'une certaine façon distingué, mais parce que j'avais lu quelque part que le cuivre était vénéneux. Et j'avais peur de me lever somnambule au milieu de la nuit pour me donner des coups de langue au chaudron. Je ne sais pas comment une idée pareille avait pu me venir, avec la circonstance aggravante que je n'ai jamais été somnambule. Mais moi, je la trouvais déjà un peu bizarre à l'époque. Ce qui ne m'a pas empêché de me visualiser très clairement en train de lécher le métal et, terrifiée, de demander pendant un temps à ma mère de « s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît », de ne pas oublier de cacher l'objet dans un endroit improbable, chaque fois différent si possible, pour que je ne puisse pas le retrouver. Mon imagination, on le voit, a toujours galopé librement. Et ma divine mère acquiesçait avec un grand sérieux et promettait de le cacher bien comme il faut.
Elle comprenait les enfants d'une manière magique. Et je pense en outre, aujourd'hui, qu'il est probable que des choses similaires lui soient arrivées quand elle était petite, car elle avait aussi une tête qui s'envole. Le comble, c'est qu'en devenant adulte, j'ai appris que le cuivre n'était pas vénéneux. Enfin, pas vénéneux à ce point-là. Il peut intoxiquer, mais à dose forte et prolongée. Et les premiers symptômes sont juste une diarrhée et des nausées. J'aurais pu l'échouiller, ce fichu chaudron, pendant longtemps et rien ne se serait passé. C'est une chose qui arrive très souvent. Tu grandis et tu découvres un jour, brusquement, que ce à quoi tu croyais dur comme fer dans ton enfance n'était qu'un mensonge ou une ânerie. La vie est une réécriture constante de l'hier, une déconstruction de l'enfance. Une des choses bien que j'ai découvertes avec les années, c'est qu'être bizarre n'est pas du tout bizarre, contrairement à ce que le mot semble indiquer. En effet, ou en fait, ce qui est véritablement bizarre, c'est d'être normal. Non, c'est pas. Je vous remercie beaucoup, Rosa. J'avais envie qu'on entende tout de suite le texte pour voir avec quel humour et légèreté vous entrez dans un sujet qui est souvent grave et douloureux et que vous ne sous-estimez pas du tout. Évidemment, c'est un livre qui prend cette question très au sérieux, mais que vous amenez avec une finesse et beaucoup dans lequel vous mettez beaucoup de vous-même. Et je trouve que c'est ce qui donne son ton si singulier à cet ouvrage. Vous avez passé des décennies à explorer ces questions avant un jour de vous dire que vous alliez en faire un livre. Ma première question, ce serait peut-être: comment est-ce que vous cohabitiez avec cette idée d'être bizarre ? Vous allez nous le raconter, mais vous avez eu des épisodes de troubles assez forts. Est-ce que c'était quelque chose qui vous inquiétait ou est-ce qu'au contraire, ça vous rassurait, cette singularité ? Bueno, lo primero quiero decir. Alors, tout d'abord, merci de souligner l'humour de ce livre. Je suis convaincue que l'humour est une arme formidable de l'intelligence qui nous permet de mieux comprendre le monde et qui nous permet de nous enlever toutes ces œillères que nous pouvons avoir. Mais je ne crois pas être tombée, bien au contraire, dans la diminution de la gravité du trouble mental. D'ailleurs, la folie est bien mal nommée. La folie, c'est un large éventail de maladies et de symptômes. Certains sont plus ou moins graves. Les crises d'angoisse, les crises de panique le sont moins graves, mais d'autres choses sont bien plus graves, comme la psychose chronique, par exemple. Et je souhaitais aussi ajouter que la psychose chronique la plus grave, même avec un très bon traitement, avec une aide psychologique et avec une insertion sociale de qualité, peut permettre à ces personnes de vivre une vie décente. Et tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes souffrant de graves maladies mentales ont fait des choses fantastiques. Marie Curie était bipolaire, par exemple, et Isaac Newton souffrait de visions, de délire. Isaac Newton, n'est-ce pas ? Donc voilà, je voulais vraiment souligner cela. On a parlé de la douleur psychique hier, mais j'aimerais insister sur cette souffrance qui est la plus grande que peut ressentir l'être humain. Tu peux me répéter la question, s'il te plaît ? Est-ce que ça vous inquiétait ? Ah, voilà, como no me va a inquietar. Bien sûr, j'étais vraiment inquiète. Quand on sait qu'on est bizarre et qu'on vient d'une famille bizarre, puisque ma famille était bizarre, une famille déstructurée même, on pourrait l'appeler comme ça. On ne pouvait pas inviter des gens à la maison, par exemple. C'était très préoccupant. Et de savoir qu'on est bizarre, ça peut inquiéter. Et à l'âge de 16 ans, j'ai eu mes premières crises de panique, qui est un voisin d'une crise d'angoisse, mais il y a davantage de dissociation, donc on a l'impression d'être encore plus fou. Je me trouvais dans la salle à manger chez moi un soir
Et j'imagine que j'étais en train de débarrasser la table. J'avais 16 ans, j'étais seule. Et d'un seul coup, sans voir venir la chose, la réalité s'est éloignée. La salle à manger s'est éloignée très très loin, est allée de l'autre côté d'un tunnel. Certains connaissent cet effet tunnel. Et tout d'un coup, j'ai ressenti une terreur absolue que je ne connaissais pas, une terreur telle que j'en tremblais. Et l'instant d'après, j'avais très peur, j'étais terrorisée par l'idée d'être folle parce qu'il n'y avait pas d'autre explication à ce qui m'arrivait. Et quand le monde s'en va, c'est nous qui quittons le monde. Et le trouble mental, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est comme un géant qui vient, qui te donne un coup de pied et qui te met en dehors de la vie. Donc, cette sensation de tout perdre. Car en effet, nous sommes des animaux sociaux. Et le trouble mental te trompe et te fait croire, d'ailleurs on l'a dit hier soir, que ce qu'il t'arrive uniquement à toi et que personne d'autre n'a vécu ça. Que tu es un martien, un extraterrestre, le seul et unique dans tout l'univers. Et en plus, tu ne parles même pas le martien. Donc à qui est-ce que tu vas raconter tout ce qui t'arrive ? C'est pour cette raison que le trouble mental est si terrorisant. Et cette souffrance est absolue. Nous sommes des animaux sociaux, donc d'être enlevés à la peau du monde et de ne pas être dans le monde des humains, ça fait très peur. Donc j'ai ressenti une grande terreur et j'ai vécu 3 périodes de crise. Alors des périodes où les crises étaient régulières, 1 an et demi par exemple. Donc j'ai vécu 3 périodes d'1 an et demi jusqu'à l'âge de 30 ans. Et j'ai étudié la psychologie pour cette raison, puisque dans la classe sociale à laquelle j'appartenais, on n'allait pas chez le psychologue, donc j'ai choisi d'étudier la psychologie pour essayer de comprendre ce qu'il m'arrivait. Et quand j'ai compris ce qu'il m'arrivait, en 3e ou 4e année, j'ai abandonné ces études. Il y a une phrase, une citation dans votre livre qui m'a intriguée. Allez-y. Il y a une phrase qui m'a intriguée, c'est cette citation de Christian Bobin qui dit « Finalement, je n'aime pas la sagesse, elle imite trop la mort. Je préfère la folie, pas celle qu'on subit, mais celle avec laquelle on danse. » Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas vraiment à la carte, ces histoires-là. On ne choisit pas sur quel lot on va tomber. Et je trouve que cette phrase, elle sous-entend l'idée qu'il y a quelque chose qui pourrait être maîtrisé. Alors peut-être qu'on peut faire un tout petit peu de définition, c'est ce que vous avez commencé à faire juste avant. Il y a les souffrances psychiques qui sont atroces et qui sont invalidantes et qui empêchent toute vie même créative et qui annihilent la personne. Et puis peut-être à l'autre bout du spectre, il y a ce petit grain de folie, comme on dit en français, qui peut-être nous rend plus créatifs, nous rend plus originaux. Mais est-ce qu'on peut passer d'un état à l'autre, d'après vous et vos recherches ? Alors, tu touches du doigt quelque chose de très important. Il faut faire une distinction entre le trouble mental et la bizarrerie. Alors, on nous vend des mensonges. On nous vend le mensonge de la normalité. C'est-à-dire qu'être normal, c'est synonyme de ce qui est habituel, de ce qui est répandu, de ce que font les gens. Mais c'est un mensonge, puisque être normal, ça vient de la norme, et c'est un espèce de cadre, un moule, dans lequel on doit se fondre. Et cette normalité est définie par la société, par ton groupe social, par la culture, l'époque. Voilà, ce sont tous ces éléments qui décident de la normalité. Et en 2018, l'université de Yale, aux États-Unis, qui est une des meilleures universités au monde, a mené une étude qui a conclu que la normalité n'existe pas. D'ailleurs, ce que nous appelons normal, c'est la moyenne statistique parmi toute la diversité de réponses que les êtres humains peuvent avoir face à une situation donnée ou une question donnée.
Donc il y a tout un spectre très étendu. Et donc la normalité, c'est la moyenne statistique. Mais cette moyenne statistique n'existe pas réellement. C'est quelque chose de totalement abstrait et presque absurde. Mais si la normalité, c'est la moyenne statistique, il ne peut pas y avoir une seule personne dans le monde qui tombe pile poil sur la moyenne statistique. Il n'y a aucune personne dans le monde, c'est évident. Car nous sommes tous divergents. Alors, certains sont plus divergents, différents que d'autres. Certaines personnes sont plus bizarres, d'autres un peu moins bizarres. Mais même les personnes les plus bizarres, les personnes qui pensent être très, très bizarres, eh bien, sont aussi bizarres que beaucoup d'autres personnes. Et je me souviens, il y a de nombreuses années, j'ai rencontré une amie d'amis, une femme saine d'esprit, très tranquille. Je l'admirais beaucoup. Ça fait longtemps que je ne la vois pas. J'espère qu'elle va encore bien. Et vraiment, c'était une femme incroyable, très tranquille. Et elle est sans doute encore très tranquille. Et elle m'a raconté un jour que quand elle se coupait les ongles des mains et des pieds, elle gardait toutes les rognures d'ongles dans des boîtes d'allumettes. Et quand elle s'est séparée de son mari, elle lui a envoyé une de ces boîtes d'allumettes. Ça m'a paru si étrange que j'ai publié un article dans le El País et j'ai parlé de bizarrerie et j'ai raconté cette histoire. Mais plus intéressant encore, j'ai reçu des lettres de lecteurs, 6 ou 7, qui me disaient qu'elles faisaient exactement la même chose. Alors, envoyer la petite boîte d'allumettes à Alex, je ne crois pas, mais en tout cas, les rognures d'ongles, oui. Et après, j'ai appris, au contact de psychiatres et de psychologues, que c'est une pratique habituelle. Des gens gardent même les cheveux qu'ils se coupent. Alors, je racontais cette anecdote au Mexique, dans un événement public comme celui-ci, et une femme, au premier rang, s'est levée et a dit « Mais oui, c'est complètement normal de faire ça ». C'est super normal. Et d'ailleurs, c'est un filtre amoureux. C'est comme un sortilège amoureux. Ma mère, toute ma vie, a mélangé ses ongles, les ongles qu'elle limait dans le sucre que mon père mettait dans le café. Alors, on est bizarre, voilà. C'est ça ce que ça veut dire. Et la personne qui pense être bizarre, eh bien, est tout aussi bizarre que des centaines de milliers d'autres personnes. Mais ce qui est terrible, c'est que cette prison de l'étiquette de la normalité, le moule de la normalité est un moule si puissant que dès notre plus jeune âge, nous souhaitons gommer nos différences, à tel point que de nombreuses personnes répriment de façon clinique et ignorent qui elles sont réellement, puisqu'elles ont réprimé leur propre monde et leur identité. Mais nous avons raison quand on veut gommer nos différences lors de l'enfance, puisque les enfants différents à l'école sont tapés par les camarades. Et c'est vraiment un monde de merde en ce sens. Mais la différence n'est pas pathologique. Il faut revendiquer la différence. Il faut revendiquer ces bizarreries. Et Christian Bobin, fait référence à cela, parce que la bizarrerie n'est pas pathologique. Alors, à quel moment est-ce que la bizarrerie est pathologique? Eh bien, quand ça devient quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. Et c'est là où on arrive dans le trouble mental. Par exemple, je souffre de dermatillomanie. C'est génétique. C'est clairement génétique. Dans ma famille, tout le monde est dermatillomane. C'est-à-dire que nous arrachons les petites peaux des doigts au niveau des ongles et nous les mangeons. Alors parfois, on mange plus ou moins, parfois on se blesse, parfois ça saigne. Mais quand ça arrive, moi, je m'en fous. J'adore faire ça. J'adore m'arracher les petites peaux. Je le ferai toute ma vie. Mais il y a certaines personnes qui souffrent de dermatillomanie à un point plus élevé, au point qu'ils ne peuvent pas contrôler cette dermatillomanie. Et ils en arrivent à se faire des trous dans le corps, dans le visage, dans les jambes. Et ils ressentent tellement de honte de ces automutilations qu'ils ne sortent plus de chez eux. Et ça, c'est un trouble mental et il faut chercher de l'aide. Mais la différence en soi n'est pas pathologique. Il faut le revendiquer. Et quand on souffre d'un trouble mental, eh bien, ça dépend de quel trouble mental. Nous devons apprendre
à cohabiter avec notre part obscure. Nous avons tous une part obscure et nous devons apprendre à cohabiter avec. Par exemple, les troubles de panique. À l'âge de 30 ans, j'ai cessé d'en avoir. Peut-être que j'en aurai de nouveau. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Et j'ai 3 théories. D'abord, que j'ai appris à cohabiter avec cette partie obscure. Pendant la pandémie, par exemple, j'ai vu qu'elle se rapprochait et que la réalité commençait à trembler, qu'elle était sur le point de disparaître. Mais quand on a appris à cohabiter avec sa part d'obscurité, on sait qu'on va s'en sortir. Et on se détend et finalement, ça se passe bien. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, le cerveau humain met longtemps à arriver à maturité et la maturation du cerveau n'intervient que vers les 30 ans. Et Eric Kandel, prix Nobel de médecine, l'a dit. Il a dit que tous les troubles mentaux provenaient d'un problème de câblage neurologique, donc la transmission au niveau des synapses entre les neurones, donc la transmission chimique et électrique au niveau neuronal peut souffrir de dysfonctionnement et les connexions ne se font pas bien. Donc, j'ai vu d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Étant donné que le cerveau arrive à maturité assez tard, aux alentours de 30 ans, eh bien, le câblage s'améliore et le cerveau est mieux connecté. Et puis, troisième explication qui me paraît la plus fascinante, c'est que j'ai commencé à publier des œuvres de fiction aux alentours de 30 ans. À 29 ans, j'ai publié mon premier roman. Et je l'ai constaté également chez d'autres auteurs. Et ça nous sauve la vie. Comment? Le fait d'écrire, de publier, c'est très important. Le journalisme n'aide pas tant que ça. Je faisais du journalisme depuis longtemps, mais le journalisme, cela veut dire relayer des propos au niveau social. Et quant à la fiction, même si j'écrivais déjà de la fiction depuis l'âge de 5 ans, je n'avais pas publié. Et la formule gagnante, c'est d'écrire une œuvre de fiction et d'être publié, parce que la fiction, c'est une sorte de délire contrôlé. On a son moi le plus intime qui est révélé. Et les gens lisent le résultat, lisent le livre et disent « Ah, ben, j'ai ressenti la même chose. Ce que vous avez écrit, ça me parle. » Et c'est ce que je disais hier, c'est-à-dire que ce que l'on appelle folie, c'est une rupture de la narration collective. On sort du collectif, du récit collectif, et on devient quelqu'un de solitaire, une sorte de cosmonaute dont le câble qu'il reliait à la navette spatiale s'est rompu et qui sort dans le cosmos. Mais voilà, le fait que quelqu'un lise cela et dise « Ah, j'ai ressenti la même chose », ça te ramène sur Terre. Et si on publie quelque chose qui correspond à son délire le plus intime et que quelqu'un d'autre se reconnaît dedans, que ça parle à quelqu'un, eh bien, ça nous rattache à la Terre. Merci beaucoup. Vous avez cité quelques-uns des éléments de l'enquête que vous menez dans ce livre. Je l'ai un petit peu dit en introduction. Ce livre, c'est à la fois une enquête scientifique, un thriller existentiel, parce qu'il y a des bouts de narration à suspense, et c'est aussi un hommage puissant à la littérature, puisque quelque part entre ce décollage et cet envol irrécupérable et la rupture, il y a tout l'éventail de la création artistique et littéraire en particulier. Dans ce livre, vous vous occupez, vous enquêtez littéralement en vous appuyant sur les études neuroscientifiques, mais aussi sur la biographie de beaucoup d'écrivains et d'écrivaines. Vous essayez de comprendre s'il y a un ou plusieurs facteurs dénominateurs communs qui expliqueraient pourquoi les écrivains écrivent. Ce livre, à un moment donné, vous le présentez, j'aime beaucoup cette formule, comme une autopsie inversée de la créativité.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que vous mettez dans cette formule? Pourquoi une autopsie inversée? Oui, alors parce que l'autopsie commence par un corps, un cadavre entier, dont ensuite on ouvre des parties, on extrait des organes, le cœur, les organes, etc., comme nous l'avons tous vu dans les séries. Et moi, c'est l'inverse. Je recherche des indices, donc le cœur, le foie, etc., et j'essaye de reconstruire avec tous ces éléments le corps, c'est-à-dire la création. Parce que je crois que j'ai réussi plus ou moins à parvenir à une explication raisonnable et qui répond à 90% des questions que j'avais. En d'autres termes, la création, c'est une tempête parfaite, avec toute une série d'ingrédients qui doivent être présents, comme le disent les experts, pour que l'on consacre sa vie à cette tâche incroyable d'écrire, de créer. Et peu importe qu'on soit bon artiste ou mauvais artiste, même les plus mauvais, tout autant que les génies, ont le cerveau qui fonctionne pareil. Alors, je crois qu'on ne va rien spoiler si on dit qu'il n'y a pas de gène créatif. La créativité n'est pas génétique. Par contre, on peut rencontrer une série d'expériences ou de dispositions, mais aussi des choses qui arrivent au cours de la vie, comme les traumatismes de l'enfance, comme la perte de quelque chose, comme la peur de quelque chose. Si vous êtes d'accord, on va lire un deuxième petit passage où vous résumez assez bien les différents éléments que vous avez découverts. Voilà, c'est ce passage-là. Beaucoup de gens ont de l'imagination et sont créatifs, bien qu'ils ne fassent ensuite rien de concret avec ça. Mais ce qui est clair pour moi, c'est que pour qu'une créativité productive apparaisse, c'est-à-dire pour que se construise cette manière singulière d'être quelqu'un qui conduit à l'œuvre, que cette dernière soit bonne ou mauvaise, il faut qu'un grand nombre de facteurs se rencontrent. Il y a une tempête parfaite derrière chaque livre, chaque sculpture, chaque tableau et chaque chanson. Nous avons déjà vu quelques-uns de ces éléments essentiels. Une plus grande dissociation et une conscience claire de la multiplicité. L'obsession pour le passage du temps et la mort. Le contact précoce avec la décadence et la perte. La dualité défensive face au trauma, avec un moi qui souffre et un autre qui sait tout et ne ressent rien. La nécessité, cependant, d'avoir un jour été suffisamment aimé. La maturité précoce de l'enfant entomologiste et, par conséquent, une enfance trop adulte. L'immaturité, au contraire, de l'adulte, une immaturité physiologique, chimique, cérébrale. Les possibles déconnexions momentanées, la sensation d'imposture également dans les affects, car l'entomologiste, comme nous l'avons dit, ne ressent pas. L'imagination foisonnante et parallèle, parfois pénible et douloureuse. La tendance à une hypersensibilité émotionnelle et sensorielle. Et, sans aucun doute, une plus grande prédisposition aux troubles psychiques. Il y a, et on peut même aller plus loin. Il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que tous les experts affirment qu'il faut une grande énergie physique. Et c'est mon cas, c'est sûr. Mais si on examine les grands artistes, traditionnellement, ils ont une énergie démentielle. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, eh bien, hier, nous avons parlé de toutes ces conditions-là qui sont indispensables et il y en a deux qui me paraissent les plus importantes. Hier, alors, qui était là hier soir? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là hier soir? Bon, pas tant que ça. Alors, les deux conditions les plus importantes, c'est le traumatisme dans l'enfance
Et tous les experts semblent d'accord là-dessus. Donc ce trauma dans l'enfance, c'est quelque chose qui peut être, ne serait-ce que d'être changé d'école, de devoir changer d'école, et puis peut-être que ça aboutira directement à l'écriture du Don Quichotte, peut-être pas. Et donc, face à ce traumatisme de l'enfance, il y a une dissociation au niveau de l'enfant entre celui qui souffre et l'autre, comme l'a dit Ferenczi, qui est l'un des pères de la psychologie, et ça m'a beaucoup émue parce que je me suis reconnue. Donc, il y a un moi qui souffre et un autre qui sait tout et qui ne ressent rien. Et cet autre moi qui sait tout et qui ne ressent rien, eh bien, c'est celui qui crée, c'est celui qui écrit, c'est celui qui sculpte, etc. Et d'autre part, je me répète, mais nous avons là une des raisons qui explique qu'on se consacre à l'art. C'est que si, depuis l'enfance, on doit se dissocier de la douleur qu'on ressent dans sa vie et avoir un autre moi qui sait tout et qui ne ressent rien, si c'est ça son mode de défense face à la vie, alors comment est-ce qu'on pourrait interagir avec ses émotions et avec ses sentiments? Eh bien, on arrive à tisser ce lien grâce à la création. Et d'ailleurs, il y a un poème merveilleux que j'ai cité hier et que je vais citer de nouveau de Fernando Pessoa qui dit « Le poète fait semblant à tel point qu'il fait semblant de ressentir de la douleur pour la douleur qu'il ressent en réalité. » Donc, il ressent effectivement cette douleur, mais il fait semblant de ressentir cette douleur en même temps parce que sinon, il ne peut pas se l'approprier. Donc, il faut créer pour être en mesure de ressentir les choses. Voilà, c'est indispensable. Donc, ça, c'est un des ingrédients importants. Et l'autre, c'est que nous avons un cerveau qui n'est pas arrivé à maturité. Nous avons une immaturité cérébrale, donc tous ceux qui créent, les créateurs. Comme je l'ai dit, la maturation du cerveau prend longtemps. Aux environs de 30 ans, on a cette maturation cérébrale, pas avant. Et jusque-là, il y a une étape de cette maturité qui intervient au niveau de la première puberté. Et jusque-là, les enfants ont le cerveau hyper connecté avec les neurones qui sont en contact les uns avec les autres. Et donc, les enfants ont énormément d'imagination. Ils ont des amis imaginaires avec lesquels ils parlent. Et si un adulte parle à un ami imaginaire, nous allons nous dire que c'est un psychotique. Mais chez les enfants, ça nous paraît normal parce qu'il y a cette hyperconnexion cérébrale. Et cette étape de maturation du cerveau dans la première puberté implique une sorte d'élagage des connexions neurologiques pour que le cerveau se concentre sur ce qui est utile. Donc, on élague, on coupe, on taille toutes les connexions qui ne sont pas utiles pour que le cerveau se concentre sur ce qui est utile, c'est-à-dire pour bien chasser le mammouth, pour faire de la cueillette sans empoisonner la tribu, pour trouver un partenaire fertile, avoir des enfants, etc. Donc cet élagage des connexions cérébrales est utile pour la survie de l'espèce. Et nous sommes tous des produits de cet élagage qui a porté ses fruits. Sinon, nous ne serions pas là. Mais il se fait qu'un certain pourcentage de personnes, bon, les experts ne sont pas d'accord entre eux, mais en tout cas, il y a un certain pourcentage de personnes, je pense que ça doit être aux alentours de 20% des gens qui ne subissent pas cet élagage ou alors elle se fait d'une manière imparfaite et donc notre cerveau n'est pas arrivé à maturité. Et Mara Dyrssen et d'autres scientifiques affirment que sur ces 20% dont le cerveau n'est pas arrivé à maturité, on trouve les gens qui souffrent de troubles mentaux et les créateurs. Donc, je crois que c'est la raison pour laquelle on est plus proche des troubles mentaux. Mais ça ne veut pas dire que pour être créatif, il faille être fou, entre guillemets. Mais c'est simplement que notre câblage, le câblage de notre cerveau est différent. Et c'est peut-être ce qui explique
la différence entre les créateurs et ceux qui souffrent de troubles mentaux graves. Peut-être que c'est simplement une différence quantitative et pas qualitative. Des apports de la recherche et de la neuroscience qui sont très présents dans le livre, mais je voudrais aussi parler d'un autre aspect du livre qui est l'apport métaphorique et qui passe notamment par les histoires. Donc il y a vos histoires, les histoires de votre vie, et il y a aussi les histoires, les biographies que vous injectez de tous les écrivains de la grande famille des nerveux, des inquiets, des hypersensibles. Alors évidemment, il y a Sylvia Plath, il y a Emily Dickinson, il y a Doris Lessing. Enfin bon, il y a une foultitude de... C'est vraiment une belle et grande famille qui se retrouve dans ce livre. Et il y a bien sûr les histoires qui sont tirées de votre propre vie. Je pensais à cette citation d'une poétesse américaine qui dit « L'univers n'est pas fait d'atomes, il est fait d'histoires ». Et en fait, je me disais, la meilleure manière d'appréhender la douleur psychique, l'étrangeté, la folie parfois, c'est le récit, c'est-à-dire que de le dire comme ça, et parfois les chiffres, ça ne nous dit pas grand-chose, mais par contre de l'illustrer à travers des histoires, c'est aussi ce qui, dans ce livre, nous permet de réellement accéder à qu'est-ce que c'est la schizophrénie, qu'est-ce que c'est la dépression. Vous arrêtez longuement sur la vie de l'autrice Janet Frame, qu'on ne connaît pas très bien dans le monde francophone, mais qui a écrit Un ange à ma table. On aura peut-être le temps d'en parler. Mais avant ça, je voudrais m'arrêter sur, à un moment donné dans le livre, vous faites quelque chose que j'ai trouvé assez amusant. Vous faites un pacte de fiction. Alors que d'habitude, on a plutôt l'habitude d'entendre parler du pacte de vérité. Mais vous faites un pacte de fiction, c'est-à-dire vous prévenez le lecteur que ce que vous écrivez, une partie de ce que vous écrivez dans ce livre n'est peut-être pas vrai. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que vous aviez eu besoin de prendre cette précaution, qui est aussi évidemment un jeu que vous faites avec le fameux pacte de vérité autobiographique. Mais quelle est l'importance pour vous des histoires, des romans, de la fiction, autant pour les lecteurs que pour ceux qui les inventent et qui les écrivent? Qu'est-ce que, littéralement, la lecture nous sauve la vie, hein, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, et vous le répétez, il y a beaucoup de citations qui vont dans ce sens dans le livre. Est-ce que la métaphore, je me souvenais de ces mots de John Cheever qui dit « show, don't tell ». Montrez, ne racontez pas. Et j'ai l'impression qu'à beaucoup de moments dans cet ouvrage, vous vous arrêtez de donner des chiffres et vous arrêtez de parler de la science et vous dites, tenez, je vais vous donner un exemple. Es que has hablado de 20 cosas. Tu as mentionné 20 idées différentes, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. J'aurais dû prendre des notes. Alors, j'ai essayé, mais vraiment sur la fin, ce sont des idées magnifiques que tu viens d'évoquer. Alors, tout d'abord, cette référence à la magnifique et lamentable famille des nerveux, c'est une citation magnifique de Proust qui parle de cette magnifique et lamentable famille des nerveux. C'est nous. Ce sont les personnes qui s'adonnent à des activités créatives. Et j'imagine que c'est une grande partie des personnes qui sont ici présentes. Je suis convaincue que les personnes qui ont besoin de lire pour vivre, mais de lire vraiment de façon passionnée, je pense que c'est votre cas, eh bien, pour ces personnes-là, le cerveau n'est pas arrivé à maturité, en tout cas pas complètement. Pour moi, vous faites partie de la meilleure catégorie. Alors, vous n'êtes peut-être pas écrivain, ou peut-être l'êtes-vous, justement, ou peut-être que vous n'êtes pas écrivain parce que vous n'avez pas vécu de trauma dans l'enfance. Peut-être qu'il vous manque un ingrédient, mais en tout cas, je suis certaine que l'élagage du cerveau n'est pas totalement complet chez vous. Alors, je pense que vous faites partie de cette magnifique et lamentable famille des nerveux. Alors, tu parlais de récits. Les êtres humains sont des mots, des récits. Nous cherchons à mettre du sens sur les choses. Nous sommes des mots. Nous cherchons à mettre du sens. Vous avez sans doute lu Sapiens. Harari disait que l'Homo sapiens est sapiens parce qu'il a commencé à faire un récit de son monde. Et ce qui nous fait, ce qui nous définit, c'est le récit, la narration. Et ce qui touche l'être humain, ce n'est pas ce qui lui arrive, c'est le récit qu'il en fait. Si le récit change, la vie change. Vraiment.
Si on se raconte les faits d'une autre façon, la vie change. Et c'est pour cette raison qu'il y a autant de thérapies, des thérapies portant sur des troubles mentaux, des traitements qui se basent sur un changement de récit. Par exemple, dans une psychoanalyse classique, on change de récit. Quand cette narration se modifie, eh bien, on change notre expérience de la vie. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, je crois que je le raconte dans La folle du logis. En 2015, on a mené une étude très vaste sur la dépression, la plus grande étude qui ait jamais été faite sur 80 000 personnes, plus de 80 000 personnes qui venaient de plus de 12 pays différents, parmi lesquels l'Espagne et des centres médicaux étaient inclus dans cette étude. Et donc on posait beaucoup de questions aux participants, on leur demandait quel était leur âge, quelles études ils avaient fait, quelle était leur classe économique, leurs moyens économiques. Car ce qu'on cherchait à trouver, c'était de pouvoir identifier les déclencheurs d'une dépression sévère. Qu'est-ce qui poussait les gens? Qu'est-ce qui les faisait ressentir cette dépression? Alors, ce qui m'a intéressé dans cette étude, c'est qu'ils ont découvert que dans 10 pays, je crois, être veuf ou veuve n'était pas forcément un déclencheur de dépression sévère. Néanmoins, être séparé ou divorcé l'était. C'est hallucinant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça hallucinant parce que je suis veuve. Et ça m'a paru complètement contre-intuitif et hallucinant. Mais si c'est vrai, on pourrait élaborer des objections à ces conclusions. Mais si ces conclusions sont vraies, qu'est-ce qu'il manque à ces personnes séparées et divorcées que les veufs ou les veuves ont et qui les empêche de tomber dans une dépression sévère? Ça fait réfléchir. Alors, ce n'est pas l'être aimé qui manque, mais plutôt un récit qui console. Car quand ton partenaire se décède, on peut en faire un récit avec lequel vivre. Mais si ton ex reste dans les parages, te martyrise, c'est impossible de construire un récit qui va te consoler. Donc, la narration, le récit nous définit clairement. Le pacte de fiction, de fiction au lieu du pacte de vérité et l'importance de la métaphore. Oui, absolument. Bueno. Decía esa frase famosa de Wittgenstein, ¿no? De lo que no se puede hablar. Wittgenstein disait qu'il ne faut pas parler, il faut se taire. Mais ce que on ne peut pas raconter, il faut l'écrire, il faut en faire des récits. L'essence même de l'être humain, on arrive à mettre le doigt dessus grâce à des mythes, des récits qui nous permettent de connaître la vérité. Et on y parvient grâce au mensonge. Ce n'est que par le mensonge que l'on trouve la vérité. Moi, j'ai le sentiment que la réalité est très peu fiable. C'est pour moi une construction narrative. C'est une construction de l'esprit, et une construction culturelle aussi. Si aujourd'hui, je vous avais dit que c'était terrible, dans les escaliers, j'ai rencontré le démon, que ça sentait le soufre, que le démon m'a montré sa langue rouge et a voulu me sauter dessus, eh bien, si je vous avais dit ça aujourd'hui, vous vous seriez dit « Oh là là, mais elle est folle, et elle est en plein délire ». Mais au XIIe siècle, vous auriez été très attentif à ce que je vous aurais dit. Et vous auriez dit, mais c'est terrible, comment est-ce que tu as fait pour t'échapper? Tu as fait un signe de croix, tu lui as lancé de l'eau bénite. Car la réalité est une construction qui ne cesse de changer. Et cette réalité me semble si élusive. C'est pour ça que mes romans parle de toutes ces choses. Alors, on parlait de La folle du logis. Au début, on a l'impression qu'il s'agit de mon autobiographie.
Mais rapidement, le lecteur se confronte à un mensonge évident et se demande si on lui ment. Et d'ailleurs, je mens beaucoup dans ce roman. Par exemple, j'explique que j'ai une sœur jumelle dans le roman. Et au cœur du roman, on apprend que ma sœur a disparu pendant 3 jours pendant l'enfance et qu'on n'a pas su ce qu'il s'était passé. Mais je n'ai pas de sœur jumelle, c'est une invention totale. Mais c'est par cette invention que j'ai découvert des choses. Donc ce type de récit, qui se retrouve aussi dans le danger de ne pas être folle, sont en partie des fictions. Alors je ne vais pas vous dire ce qui relève de la fiction. Les données, les faits sont véritables, mais dans les anecdotes, il y a de la fiction. En revanche, les faits scientifiques sont véritables. Néanmoins, il y a une partie de la narration qui est vraie et une partie qui n'est pas vraie. Et je ne vais pas vous dire ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que la vie est faite de toutes ces choses. Et ça donne beaucoup d'indications sur la vie. En tout cas, c'est ma perception de la vie. Par exemple, 20 ans après un moment de ma vie, quand je repense à ce moment-là, je ne sais plus si je l'ai lu, si je l'ai vécu, si je l'ai écrit, si j'en ai rêvé, ou si on m'a raconté ce moment. Et ce sont des possibilités qui revêtent le même sentiment de vie pour moi. Par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire ce qui est vrai et ce qui est faux dans le danger de ne pas être folle. Mais peut-être que dans 5 ans, moi-même, je ne m'en souviendrai plus. Mais tout ceci, je l'ai vécu. Le fait de l'avoir écrit, je l'ai vécu aussi. Mais ça doit être génétique parce que ma mère, qui est une femme formidable, je lui racontais des choses qui m'étaient arrivées et 6 mois plus tard, elle me racontait ces choses comme si elle-même les avait vécues. Donc c'est génétique, ça vient de ma famille. On va très bientôt donner le micro au public pour savoir s'il y a des questions. Mais avant ça, je voudrais citer, je m'appuie sur votre méthodologie et je cite aussi d'autres auteurs et autrices qui nous aident à penser. Alors voilà, je vais citer les mots d'une philosophe française, Muriel Massé, qui dit « Nous ne partageons pas avec les écrivains l'aventure de l'écriture. En revanche, nous partageons avec eux la tâche de vivre. » Et je me demandais, j'ai l'impression que votre livre, pour vos lecteurs et vos lectrices, il aide à prendre en main la tâche de vivre et à comprendre comment accomplir cette tâche de vivre. Il nous donne aussi du courage et de la force. Il y a ce que vous dites sur l'énergie, par exemple, tout ce chapitre-là est vraiment, et dont vous avez un petit peu parlé, c'est très beau. Est-ce que... Évidemment, il y a quelque chose d'extrêmement... la folie, l'étrangeté, c'est souvent comme une bulle qui est difficile à partager, et vous en parlez beaucoup dans le livre. Cependant, est-ce que ça a facilité votre tâche de vivre, le métier de vivre, on pourrait aussi dire, de vous pencher sur les biographies de tous ces auteurs? Est-ce que ça vous a consoler quelque chose de votre propre vie sans forcément vous donner de nouveaux outils d'écriture? Est-ce que ça vous a donné des outils existentiels? Oui, j'ai toujours adoré lire des biographies, surtout des biographies d'artistes. Dans ma bibliothèque personnelle, il y a beaucoup de biographies, peut-être 800 ouvrages en tout dans ma bibliothèque. Et j'adore les biographies parce que quand elles sont bien faites, ce sont comme des cartes de navigation, des cartes pour l'existence. Il y a 2 vérités, et je le dis dans le livre, il y a 2 vérités concernant l'être humain. La première vérité, nous sommes tous pareils. Et la deuxième vérité, nous sommes tous différents. Et ce sont 2 vérités vraies. Donc, ça me console de savoir que nous sommes tous égaux. Ça m'émerveille et ça me fascine que nous soyons aussi tous différents. Donc de lire ces biographies me montre que d'autres personnes vivent les mêmes trajectoires que la mienne. Et c'est un enseignement qui accompagne
Et je suis convaincue qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent bizarres ici. Peut-être que toutes les personnes ici présentes se sentent bizarres. Mais une grande consolation, et nous le savons, c'est que quand on se sent bizarre, ce qui console, c'est de grandir et de rencontrer d'autres personnes bizarres comme nous. Et de se trouver sa meute de personnes bizarres. Et c'est de ça qu'il s'agit, de vivre. Il faut avoir beaucoup de malchance pour ne pas trouver sa meute. Et il y a des personnes qui naissent dans des petits villages avec des circonstances personnelles particulières qui n'auront pas cette chance. Mais cette capacité de survie, d'adaptabilité des êtres humains, nous arrivons à nous créer cette meute de personnes bizarres. Et la vie est bien plus heureuse de cette façon. C'est mieux que les biographies, d'ailleurs. Je vais vous citer vous pour terminer. Créer te permet de vivre, vous écrivez à la fin du livre, mais t'offre aussi une vie plus merveilleuse, d'une intensité, d'une plénitude et d'un envol sans égal. C'est un magnifique chant d'amour à la littérature et à la création que vous nous avez offert. Rosa Montero, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir raconté toutes ces histoires. Je voudrais juste dire que l'adaptation d'un de vos livres en série télévisée commence à être diffusée la semaine prochaine, L'inconnu du port sur Netflix, que depuis Le danger de ne pas être folle, vous avez sorti un autre livre, aussi traduit par Myriam Chirousse, comme tout le reste de votre œuvre en français, publié aux éditions Métellier, Des animaux difficiles. Vos ouvrages se trouvent là-haut sur la table du libraire. Vous serez présente dans quelques instants pour les dédicacer. Mais avant ça, si vous avez des questions, des commentaires, des retours à faire à Rosa Montero, c'est le moment. Voilà. Muchas gracias, Rosa. Fascinante. Merci beaucoup, Rosa. C'était tout à fait fascinant. Ça fait longtemps que je lis ce que vous écrivez et j'ai toujours vu une photo en petit format dans El País et je ne vous avais jamais vu en vrai. Et des fois, il y a des discordances entre l'idée qu'on se fait de quelqu'un et qu'on le voit en vrai ensuite. Et bien là, ça correspond exactement. Et je dirais que vous êtes même plus belle en vrai que ce que j'imaginais. Eh bien, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce que je pourrais bien demander à Rosa Montero pour paraître intelligent. Et il m'a répondu des bêtises. Alors, plutôt que de reproduire ces bêtises, je vais dire les miennes. La question des rognures d'ongles dans les boîtes d'allumettes, apparemment, il y a une vérité scientifique. Pour les personnes comme moi qui souffrent de calvitie, eh bien, le fait de garder les cheveux, par exemple, dans une petite boîte, ça montre qu'ils n'ont pas disparu et ça rassure. Alors, il y a la question de la fiction qu'on écrit, mais ensuite qu'on publie. Et apparemment, c'est très important d'être publié. Alors, l'industrie du monde de l'édition a des règles, etc. Alors, comment est-ce que ça se passe pour commencer à publier? Bon, maintenant, vous êtes une écrivaine reconnue, mais est-ce que on doit sacrifier sa sincérité? Est-ce qu'il faut jouer le jeu? Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour être publié une première fois? Merci beaucoup, merci infiniment pour ces paroles qui me vont droit au cœur. Alors, c'est plus facile de publier un premier livre, un deuxième livre, mais c'est au niveau du troisième qu'il peut y avoir des difficultés, avec peut-être une promotion moindre et les libraires parfois n'arrivent même pas à ouvrir toutes les caisses de livres qui leur parviennent. Avant, c'était plus facile, il y avait moins de livres, ils étaient plus visibles, on arrivait à les écouler, mais parfois, même les livres, au bout de quelques mois, doivent être détruits parce que ils ne se vendent pas tout simplement. Donc peut-être qu'on va vendre 200 exemplaires la première fois, 50 exemplaires pour le deuxième livre, et le troisième livre, ça ne marche pas. Et même les gens qui écrivent bien ont du mal à se maintenir.
Et maintenant, on a même des écrivains indépendants qui s'auto-éditent grâce à la technologie, grâce à l'électronique, et certains arrivent à en vivre et même arrivent à avoir du succès au niveau de maisons d'édition commerciales, mais d'autres, en s'auto-éditant, pensent que c'est plus rentable. Bref, d'autre part, quand on veut écrire, il faut savoir qu'on se lance là-dedans parce que c'est une entreprise très louable, très noble, etc., mais que c'est assez ingrat. C'est un travail difficile. Et les gens, ils idéalisent, ils voient que, bon, on passe à la télé, on est publié par des maisons d'édition, ils pensent que c'est très glamour, que c'est très facile, mais c'est une poignée de gens. Les autres qui peut-être écrivent très bien, ne sont pas publiés, ne sont pas lus. Donc vraiment, il faut s'engager corps et âme là-dedans, il faut assumer et malgré la fierté qu'on peut avoir quant à son statut d'écrivain et quant à sa volonté d'écrire. Et d'autre part, dans votre question, eh bien, il faut... Vous m'avez demandé s'il fallait des fois s'adapter à ce que les gens attendaient et changer sa façon d'écrire. Non, ça serait la pire erreur. On n'y arrivera jamais à ce moment-là. Dans ce monde incertain, imprévisible, la seule chance pour qu'un livre perce, soit lu et suscite un écho, donc la seule chance, c'est que ce soit un livre nécessaire pour celui qui l'a écrit. Donc ça, c'est la seule façon d'y arriver. Si on veut écrire à la manière d'eux ou en s'adaptant, etc., ça ne marchera pas parce que si même soi-même, on n'est pas intéressé par le livre qu'on écrit, alors qui est-ce que ça pourrait intéresser? Il faut vraiment que ça sorte, que ça vienne du cœur. Et étant donné qu'il y a d'autres qui nous ressemblent, eh bien, ça risque de trouver un écho chez quelqu'un. Alors, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je ne vois pas les instructions. Une question. Et on a encore une question. On peut prendre encore une question, s'il y a encore une question. Et s'il n'y a pas de question, eh bien, merci beaucoup, Rosa Montero. Vous allez monter à l'étage. Merci à vous tous.